Parmi les soins fréquemment donnés à nos équidés, l'ostéopathie a su prendre une place importante, douce, naturelle, sans artifice. Dans une période où l'on cherche à s'éloigner des traitements chimiques ou synthétiques, elle a été accueillie à bras ouverts. On recommande au minimum une séance annuelle et elle servirait à prévenir et traiter de nombreux troubles de santé. Mais qu'est-ce que c'est véritablement l'ostéopathie et que dit la science sur ses effets? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons par évoquer la genèse de l'ostéopathie. Les fondements de l'ostéopathie ont été posés par Andrew Taylor Still, un médecin américain. Au milieu du 19e siècle, le décès de sa femme et de plusieurs de ses enfants rendit Still très méfiant envers la médecine. À cette époque, il était courant de soigner les patients avec des saignées ou du mercure, des méthodes risquées pratiquées à une période où les règles d'hygiène étaient encore insuffisantes pour minimiser les infections. Still pensait que Dieu avait mis dans le corps des hommes tout ce qui était nécessaire à leur auto-guérison et affirmera en avoir eu la confirmation par une vision reçue en 1874. J'ai l'impression que je parle souvent de révélation divine dans mes vidéos. D'après la théorie de Still, la maladie était provoquée par un déséquilibre dans l'organisation du corps, perturbant la circulation des liquides et le bon fonctionnement de l'organisme. Il en retira plusieurs principes fondamentaux. Le corps est une unité biologique. Une tension ou un déséquilibre dans une partie du corps peut affecter d'autres régions. La structure et la fonction du corps sont interdépendantes. Lorsque les structures du corps perdent leur mobilité, le fonctionnement de l'organisme peut être perturbé. La loi de l'artère. Pour être en bonne santé, tous les fluides du corps doivent pouvoir circuler librement. Et pour finir, le corps possède des mécanismes d'autorégulation et d'auto-guérison que l'ostéopathie cherche à stimuler. Donc ça, c'est la naissance de l'ostéopathie. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, c'est loin d'être simple. L'ostéopathe utilise ses mains pour rétablir les déséquilibres dans le corps de ses patients. Les prétentions de l'ostéopathie sont très larges, allant des troubles fonctionnels comme le lumbago, aux otites, aux nausées, à des problèmes d'asthme, des troubles de fertilité, de l'état dépressif, etc. Il existe de nombreuses formes d'ostéopathie. Certaines ont une définition un peu différente suivant les praticiens ou les écoles, mais on y retrouve globalement. L'ostéopathie structurelle, c'est celle qui nous vient le plus souvent à l'esprit lorsqu'on pense à l'ostéopathie. Elle s'intéresse principalement aux articulations et à leur mobilité. Elle utilise notamment les manipulations rapides qui produisent parfois le fameux crack qu'on peut entendre pendant les séances. L'ostéopathie fonctionnelle. Elle consiste à manipuler les tissus de manière très douce en cherchant des positions où les tensions diminuent afin de favoriser leur relâchement. L'ostéopathie viscérale. Elle cherche à rétablir la mobilité des organes internes. L'ostéopathie crânienne ou crânio-sacrée. Elle se concentre sur la supposée mobilité des os du crâne. L'ostéopathie tissulaire. Elle s'intéresse aux tissus mous, notamment les fascias. L'ostéopathie biodynamique. Par un contact physique extrêmement léger, l'ostéopathe collabore avec la nature pour accompagner l'auto-guérison du corps. L'ostéopathie énergétique. Elle regroupe une large catégorie où les praticiens travaillent avec différents concepts énergétiques, comme les méridiens, les auras, le magnétisme, etc. Commencez-vous à voir le problème? Si certaines formes nous semblent plutôt sensées, d'autres sont pour le moins curieuses. Alors regardons tout cela dans le détail avec un regard scientifique. Commençons par voir si globalement l'ostéopathie fonctionne. Cette récente overview traite de l'efficacité et de la dangerosité de l'ostéopathie chez l'humain. Bon, elle est financée par l'Association autrichienne d'ostéopathie, donc oui, il y a un risque de biais en faveur de l'ostéopathie, puisque l'association a intérêt à montrer que leur technique fonctionne, mais au moins ils essayent de prouver scientifiquement que ça marche. Donc ça, c'est très bien. On rappelle, une overview, c'est l'analyse des revues systématiques déjà existantes sur un sujet. Ici, l'ostéopathie. Les revues systématiques, c'est une synthèse des études existantes sur ce sujet. Donc au niveau des preuves scientifiques, on se situe dans le haut du panier. Et voici la conclusion de l'étude. L'ostéopathie a des effets positifs sur les troubles musculo-squelettiques, notamment certaines douleurs lombaires et cervicales. Et si on regarde dans le détail, les effets sont soit modérés, soit faibles. Donc c'est loin d'être miraculeux. Et réduire la douleur, c'est très bien, mais ça ne dit pas que ça règle le problème à la source. Mais est-ce que l'ostéopathie est utile pour autre chose ? Le problème, c'est que pour tout le reste, il n'existe pas assez d'études de qualité suffisantes pour en tirer des conclusions. Peut-être que ça réduit les douleurs liées aux migraines et au syndrome de l'intestin irritable, mais il faut d'autres études pour le confirmer. De même que pour les vertiges, la BPCO, l'hypertension, les troubles gynécologiques ou liés à l'accouchement, ainsi que diverses affections pédiatriques.
Par contre, les études tendent à montrer que l'ostéopathie ne peut pas soulager les symptômes liés à différents types de maux de tête, à la fibromyalgie, à des problèmes urinaires chez l'adulte ou encore à la paralysie cérébrale chez l'enfant. En gros, l'ostéopathie peut vous soulager un peu si vous avez certains maux de dos ou à la nuque. C'est tout. Pour le reste, on n'a toujours pas assez de preuves. Et c'est une association d'ostéopathie qui vous le dit. Ce n'est pas Big Pharma qui a commandité cette étude pour vous dire « Bouh, l'ostéopathie c'est trop nul, achetez plutôt nos médicaments ». Moi aussi j'aimerais bien qu'on puisse se soigner juste avec ses mains, mais à part pour de très rares exceptions, ça ne semble pas marcher. Un autre problème qui apparaît dans les études sur l'ostéopathie, c'est qu'il est rarement expliqué quelles techniques sont utilisées. Est-ce du structurel, du fonctionnel, du crânien, du viscéral, de l'énergétique ? Les techniques sont rarement séparées, mais lorsqu'elles le sont, que constate-t-on ? Prenons une technique qui fait énormément débat chez les ostéopathes, l'ostéopathie crânienne. Petit rappel, le crâne est constitué de plusieurs os, reliés par des soutures souples lorsqu'on est enfant et qui s'ossifient de plus en plus au fil du temps. À l'âge adulte, les os du crâne sont soudés entre eux, mais n'y a-t-il vraiment plus aucun mouvement ? À la fin du 19e siècle, William Garner Sutherland, un ostéopathe, fait la constatation suivante. Les soudures des os du crâne ont un aspect biseauté, comme les ouïes d'un poisson. Pour lui, ça montre que le crâne fait des mouvements expansifs puis rétractifs, comme une respiration, de façon rythmique et involontaire. C'est ce qu'il appelle le mécanisme respiratoire primaire. Certains ostéopathes ressentent ce rythme à travers leurs mains, qui se déroule entre 6 à 12 fois par minute. Petit problème, et non des moindres, ce mécanisme n'a jamais été démontré. Bien que la médecine affirme que, à l'âge adulte, les os du crâne sont soudés entre eux, certains ostéopathes disent que le crâne a une certaine mobilité, qui serait de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire de 0,001 mm. Pour vous donner une idée, c'est grosso modo la taille des globules blancs. C'est vraiment très petit. Il est donc légitime de mettre en doute la capacité de ressentir une extension du crâne de 0,001 mm, même avec des mains très bien entraînées. En réalité, le seul os du crâne considéré comme mobile, c'est la mandibule, autrement dit l'os de la mâchoire, qui forme une articulation classique. C'est tout. Pouvoir redonner de la mobilité aux autres os du crâne n'est techniquement pas faisable. À moins de fracasser le crâne, mais ne faites pas ça. Ça veut dire que tous les ostéopathes qui affirment pouvoir ressentir le mécanisme respiratoire primaire sont des gros menteurs ? Pas du tout. Le corps de leur patient n'est jamais parfaitement immobile. Il y a la respiration, les battements cardiaques, les micro-ajustements musculaires. Ça crée des mouvements très subtils, mais perceptibles par un toucher entraîné. L'effet idéomoteur, de minuscules mouvements inconscients produits par l'ostéopathe lui-même, va également influencer la perception du praticien. Si on rajoute ses propres attentes, la détection d'un mouvement 6 à 12 fois par minute, on a le cocktail parfait pour que le praticien se fasse leurrer par son propre cerveau, bien à l'abri dans un crâne bien rigide. Mais peut-être que les techniques d'ostéopathie crânienne sont quand même efficaces, même si les os du crâne ne bougent pas. Que dit la recherche ? D'après cette revue systématique, les chercheurs ont conclu qu'il n'existait pas de preuves solides de l'efficacité de l'ostéopathie crânienne. Plus récemment est sortie cette méta-analyse sur l'ostéopathie crânio-sacrée, une discipline qui reprend les concepts de l'ostéopathie crânienne en y ajoutant un lien entre le crâne et le sacrum via une membrane appelée la dure-mère. Elle conclut que la littérature actuellement disponible montre que l'ostéopathie crânio-sacrée n'est pas efficace comme traitement pour toute condition étudiée chez les adultes ou les nourrissons. Compte tenu des preuves accablantes de l'inefficacité de l'ostéopathie crânio-sacrée, nous ne recommandons pas d'explorer davantage ce sujet. Avec toutes ces données, je rejoins les ostéopathes sceptiques. Rien ne montre que les os du crâne soient manipulables et puissent soigner des troubles de santé. Et si nous nous penchions à présent sur l'ostéopathie viscérale ? Son but est de détecter et rétablir les défauts de mobilité des organes internes par des manipulations externes. En réalité, les organes sont situés profondément dans le corps, protégés sous des os comme les côtes ou sous une couche de muscles très épaisse chez le cheval. Dans ce contexte, détecter ou corriger une dysfonction de mobilité d'un organe uniquement par le toucher n'est pas soutenu par les connaissances actuelles en médecine. Les manipulations externes agissent principalement sur les tissus superficiels et il n'existe pas de preuves montrant qu'elles permettent de modifier directement la mobilité ou le fonctionnement des organes internes. Et scientifiquement, cette revue systématique nous explique qu'il n'existe aucune étude qui donne des preuves solides de l'efficacité de l'ostéopathie viscérale. Donc, comme pour l'ostéopathie crânienne, il n'y a aucune preuve que ça marche. On enchaîne avec l'ostéopathie tissulaire.
Appelée également ostéopathie myofaciale ou fasciathérapie par certains, l'ostéopathie tissulaire se concentre sur les fascias. Et oui. Un fascia est un tissu conjonctif qui attache, enveloppe ou sépare les structures profondes du corps, une sorte de toile d'araignée présente dans tout le corps. Sa principale fonction est de soutenir, protéger, stabiliser et fixer les tissus, organes et muscles. Après un stress mécanique, une infection ou une réaction auto-immune, les fascias peuvent s'enflammer. Les cicatrices et la chirurgie peuvent également provoquer une réduction de mobilité des fascias. Dans certains cas, il serait possible de rétablir leur fonction par une thérapie manuelle, bien que cela soit encore discuté. Jusqu'ici, tout va bien, mais je ne comprenais pas pourquoi les ostéopathes ajoutaient cette distinction à leur boîte à outils. En manipulant un patient, on agit forcément sur les tissus, donc aussi sur les fascias. Alors je me suis demandé qu'apporte réellement cette étiquette d'ostéopathie tissulaire. J'ai donc observé les explications des ostéopathes. Et j'ai compris. L'approche tissulaire est surtout un concept de traitement. Elle conduit à l'hypothèse de la conscience corporelle via les cellules et à modéliser un moyen de communiquer avec elles. Dans une approche éloignée des manipulations conventionnelles, l'ostéopathe explore une communication subtile avec les cellules conscientes. Le but est d'engager la conversation avec ces tissus blessés pour les inciter à changer d'état. Lorsqu'un ostéopathe travaille avec la conscience tissulaire, il entre dans un dialogue subtil avec le corps du patient. Mais c'est quoi une conscience tissulaire ? La conscience tissulaire désigne la capacité des tissus corporels à percevoir, réagir et s'adapter aux forces internes et externes. Chaque cellule, fascia, muscle ou organe est connectée au système global du corps, créant un réseau complexe de communication. Dans cette perspective, les tissus ne sont pas de simples structures mécaniques, mais des éléments vivants, dotés d'une sensibilité et d'une mémoire. Ils enregistrent non seulement les traumatismes physiques, mais aussi les expériences émotionnelles, créant des tensions qui peuvent perturber l'équilibre global. Vous la sentez, la dérive pseudo-scientifique qui s'installe ? Car si les fascias sont bien réels, les notions de conscience cellulaire ou de mémoire des tissus ne reposent pas sur des bases scientifiques établies. Je n'ai pas trouvé d'études qui traitent spécifiquement de l'ostéopathie tissulaire. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de preuve solide que ça améliore l'état de santé du patient. L'ostéopathie tissulaire n'est, à mon sens, rien d'autre qu'une dérive pseudo-scientifique. Et qu'en est-il de l'ostéopathie biodynamique ? Certains l'appellent l'ostéopathie fluidique. Elle se base sur l'ostéopathie crânienne, ce qui commence mal, et ajoute des forces de la nature. Je n'ai pas trouvé de définition claire, chaque ostéopathe biodynamique ayant sa propre explication. Je ne m'attarderai pas plus là-dessus, on est clairement dans les croyances spirituelles. Et l'ostéopathie énergétique. Vous vous en doutez, il n'y a rien de scientifique dans ce domaine. Pour plus de détails, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur les soins énergétiques qui explique que la science ne reconnaît pas l'existence des méridiens, des auras, des chakras, des champs magnétiques ou énergétiques que l'on pourrait manipuler pour se soigner. Les seuls bienfaits de ces séances de soins sont explicables par le fonctionnement du système nerveux parasympathique et par d'autres systèmes biologiques. Et je finirai avec l'ostéopathie fonctionnelle. À nouveau, en donner une définition claire est loin d'être simple. En général, elle s'oppose à l'ostéopathie structurelle. Au lieu de pousser dans le sens de la résistance jusqu'à débloquer une tension, l'ostéopathe va chercher, avec l'aide active du patient, un relâchement total du corps. Grâce à cela, le corps pourrait engager son processus d'auto-guérison. Petite parenthèse, mais votre corps n'a pas besoin d'un ostéopathe pour s'auto-guérir. En médecine, on appelle ça la cicatrisation et le système immunitaire. Et si ces processus ne marchent pas bien, c'est un médecin qu'il faut aller voir. Un ostéopathe ne pourra rien y faire jusqu'à preuve du contraire. Mais bon, passons. Parfois, l'ostéopathie fonctionnelle est confondue avec l'ostéopathie myofaciale. Certains y ajoutent également d'autres croyances, comme cet ostéopathe animalier qui la relie au vitalisme et où le praticien rentrerait en connexion psychique avec l'animal, transférerait des énergies et ressentirait un fluide. Donc j'ai du mal à dire si tout est à jeter dans l'ostéopathie fonctionnelle. Chercher la détente peut théoriquement amener du bien-être et peut potentiellement soulager la douleur, mais si on y ajoute des théories non fondées sur la science, comment faire confiance à cette pratique ? L'ostéopathie fonctionnelle semble être une porte d'entrée séduisante aux dérives non scientifiques, donc méfiance. Au final, seule l'ostéopathie structurelle, celle qui travaille principalement sur le système musculo-squelettique, semble respecter une approche scientifiquement établie. On peut alors comprendre pourquoi les bienfaits de l'ostéopathie sont autant controversés. Mais qu'en est-il chez le cheval ? Au niveau des études, je n'en ai trouvé aucune de bonne qualité.
L'échantillon est souvent très petit, quelques dizaines de chevaux dans le meilleur des cas, et on compare souvent un groupe qui a reçu une séance d'ostéopathie avec un groupe qui n'a rien reçu. Du coup, impossible de savoir si les résultats observés sont uniquement dus aux effets contextuels ou si les techniques ostéopathiques apportent vraiment quelque chose. Ce que ces études suggèrent, c'est que l'ostéopathie pourrait soulager les douleurs dorsales chez le cheval et améliorer sa locomotion, ce qui est cohérent avec les études sur l'humain. Comme les chevaux développent assez facilement des problèmes de dos dus aux activités équestres, l'ostéopathie pourrait sembler intéressante. Mais comme elle n'a pas montré d'effet supérieur par rapport à une autre thérapie manuelle, on a le droit de se demander si elle est vraiment la mieux adaptée pour soulager les chevaux. Et on peut aussi se demander vers quel ostéopathe se tourner. Chacun semble avoir sa technique, ses méthodes, son ressenti, au point où on se demande s'il n'existe pas autant d'ostéopathies différentes que d'ostéopathes. Mais reçoivent-ils tous une base théorique solide, basée sur les preuves scientifiques ? Comment se forment les ostéopathes ? En Suisse, pour devenir ostéopathe pour humains, il faut suivre une formation universitaire. Donc si l'ostéopathie est enseignée à l'université, c'est que c'est du sérieux. Ils n'oseraient quand même pas enseigner des méthodes discutables, n'est-ce pas ? Regardons en détail le programme de formation. Les élèves reçoivent des cours de biologie, d'anatomie, de physiologie. Jusque-là, que des disciplines scientifiques, donc c'est parfait. Ostéopathie structurelle, c'est la moins controversée, donc on valide. Ostéopathie fonctionnelle. Celle-ci est plus discutable, mais quand on regarde le descriptif plus en détail, il n'y a pas de mention de technique énergétique ou de mémoire cellulaire, donc laissons le bénéfice du doute. Ostéopathie viscérale. Là, ça ne va pas. On a vu que scientifiquement la théorie ne s'appuie pas sur des connaissances établies et on n'a aucune preuve que ça marche. Et ostéopathie crânienne. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Comment une telle discipline peut être enseignée à l'université ? C'est juste affligeant. En France, l'ostéopathie n'est pas une discipline reconnue par l'État, ce qui, de mon point de vue, est très bien. Ne pas valider une discipline qui n'a pas encore prouvé scientifiquement qu'elle fonctionnait, c'est plutôt sensé. Mais du coup, les formations ne sont pas encadrées et chaque école d'ostéopathie peut faire ce qu'elle veut. Si la majorité des écoles ne sont pas très transparentes sur le contenu de leurs cours et bazardent toutes les techniques sous le terme de pratique ostéopathique, quand l'école donne plus de détails, on retrouve l'ostéopathie viscérale, crânienne, 3 petits points qui veulent peut-être dire énergétique. Si vous voulez connaître plus en détail le contenu des formations d'ostéopathie en France, je vous renvoie à la vidéo de Orient qui a recueilli des témoignages d'ostéopathes et qui montre des extraits de contenu de cours. On a quand même eu un professeur qui nous a dit que le sida n'existait pas, que c'était un complot. On en a un qui a commencé à nous parler qui fait qu'on se connecte au cosmos. Bon, tout ça concerne l'ostéopathie humaine, mais qu'en est-il de l'ostéopathie animale ? En Suisse, contrairement à l'ostéopathie humaine, l'ostéopathie animale n'est pas une discipline reconnue et encadrée. Les formations sont donc privées, très variables, et le titre n'est pas clairement protégé. N'importe qui peut se prétendre ostéopathe animalier, même si seuls les vétérinaires peuvent poser un diagnostic et traiter une maladie. Dans les programmes d'école d'ostéopathie animale, on retrouve l'ostéopathie viscérale, crânienne, également la tissulaire et aussi la fluidique. Bon, ce n'est pas très scientifique tout ça, mais les écoles ne sont pas le seul problème. Le grand souci des ostéopathes, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Comme la discipline n'est pas encadrée et qu'elle intéresse beaucoup de monde, tant que les étudiants payent, on est content de les former, et tant pis s'ils trouvent pas de travail après. Du coup, ceux qui n'ont pas assez de clientèle deviennent formateurs, mais alors ça crée encore plus d'ostéopathes, qui du coup deviennent formateurs, qui créent plus d'ostéopathes, qui deviennent formateurs, qui créent des ostéopathes. Comme la concurrence est énorme, il faut pouvoir se distinguer par une approche plus novatrice. Du coup, il n'est pas rare de voir des ostéopathes animaliers suivre des formations énergétiques ou pseudo-scientifiques. Magnétisme et soins énergétiques, biodynamie, reiki, communication animale, sonothérapie, méthode Shansu, une thérapie par le chant, no comment. Et attention, il existe des vétérinaires ostéopathes. Et on pourrait penser qu'ils ont une approche plus rationnelle et scientifique, comme ils ont reçu une formation médicale poussée, mais ils ne sont pas exempts de biais et peuvent aussi se laisser séduire par les pseudosciences. Il n'est pas rare de voir un vétérinaire utiliser des méthodes d'ostéopathie crânio-sacrée ou viscérale, comme il arrive que des vétérinaires utilisent de l'acupuncture, de la communication animale, de la biorésonance ou d'autres soins énergétiques. Il serait peut-être temps que la médecine vétérinaire fasse un peu le ménage dans ses rangs, car il devient difficile de trouver des professionnels qui se cantonnent à la médecine qui a fait ses preuves. Et ce n'est pas censé être au client de vérifier qu'on lui propose un traitement qui a été scientifiquement prouvé, plutôt qu'un placebo ou une croyance ésotérique. Voilà, désolé pour le coup de gueule, mais il fallait que ça sorte.
Personnellement, j'ai déjà fait intervenir une ostéopathe pour un cheval qui avait des problèmes d'arthrose. Elle avait à peine touché le cheval, me disait de travailler sur la mémoire cellulaire, être en connexion mentale avec le cheval, elle m'a conseillé de faire une communication animale, et a fait du chant diphonique sur les flancs du cheval. Je ne l'ai pas rappelé et l'ai banni de mon carnet d'adresses. Et la seule chose qu'elle ait supprimée, c'est pas les douleurs du cheval, mais les 100 francs qu'il y avait dans mon porte-monnaie. Finalement, est-il vraiment nécessaire de faire appel à un ostéopathe ou y a-t-il d'autres alternatives ? Il existe une profession qui se concentre sur les problèmes musculo-squelettiques du cheval. C'est la kinésithérapie ou physiothérapie équine. Elle vise à améliorer la mobilité, la force et la souplesse, à soulager certaines tensions musculaires et à optimiser la récupération après l'effort. Elle utilise des techniques de massage, de mobilisation, d'étirement et propose des exercices pour accompagner le cheval sur le long terme. Sur le principe, c'est génial. La physiothérapie repose sur des principes de biomécanique et de rééducation bien connus. Pour un athlète comme le cheval à qui l'on demande parfois des efforts très intenses, cela semble particulièrement adapté. Mais dans la pratique, c'est loin d'être aussi incroyable. Il n'existe pas de cadre clair. En Suisse, la formation est réservée aux vétérinaires ou aux physiothérapeutes humains, ce qui la rend longue, exigeante et peu accessible. Résultat, on trouve peu de professionnels formés en Suisse. Alors certains se forment à l'étranger et on ne trouve pas une uniformation de la discipline. Difficile dans ces conditions de savoir à qui faire confiance. Finalement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que si votre cheval montre des signes de douleur dorsale ou a des problèmes de mobilité, votre premier réflexe doit être de consulter un vétérinaire. C'est le seul à même de poser un diagnostic. Si votre vétérinaire a suivi une formation de physiothérapeute, c'est un plus. Il pourra proposer des techniques adaptées et vous accompagner dans la rééducation de votre cheval. Malheureusement, à l'heure actuelle, aucune formation en technique manuelle animale n'est suffisamment encadrée pour garantir à elle seule des pratiques homogènes, basées sur des connaissances scientifiques solides et à l'abri des dérives pseudo-scientifiques. Toutefois, certains praticiens cherchent à faire évoluer les choses, comme ce collectif d'ostéopathes qui lutte contre les dérives thérapeutiques. On peut espérer qu'à l'avenir, une profession manuelle bien encadrée et scientifiquement prouvée voit le jour pour accompagner efficacement la santé de nos chevaux. Mais à l'heure actuelle, l'ostéopathie ne remplit pas ces critères. Alors ne suivez pas la tendance qui consiste à consulter un ostéopathe pour soigner votre cheval ou par prévention, et n'oubliez jamais de lâcher la bride à votre réflexion.